Je vous vois vous demander qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ça fait des semaines, voire des mois, que je procrastine à remplir ce bébé. Qu'est-ce que ce bébé, vous me demanderez? C'est un reading journal. En fait, ça fait depuis quasi novembre que j'ai arrêté de le remplir. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais me forcer à m'asseoir ici avec vous pour finir de le remplir et en même temps, du coup, faire une rapide review de toutes les dernières lectures que j'ai fait. Donc c'est parti! Premier, c'est Mes étoiles noires de Lilian Thuram. J'ai écrit: trouvé dans une boîte à livres, le sujet m'a accroché particulièrement depuis que je suis plus à l'école et que je dois m'éduquer toute seule. Il retrace donc le parcours de personnes noires à travers l'histoire qui les a plus ou moins oubliées. On fait la connaissance de figures parfois vaguement familières, parfois complètement inconnues. Un bon moyen de nous faire apparaître le monde sous un angle nouveau, déconstruire nos préjugés et aller plus loin que le bout de notre nez. Maybe apprendre avec des pincettes sur certains passages, comme avec n'importe quel écrit scientifique de toute façon, mais ça change rien au message de fond, qui est que l'éducation qu'on reçoit, en France du moins, manque cruellement de couleurs. Le deuxième, c'est l'Atlantide, mais je l'ai plus parce que je l'ai déjà de nouveau déposé dans une boîte à livres. Trouvé dans une bibliothèque du camping en vacances, je l'ai pris parce que j'avais jamais rien lu sur l'Atlantide et qu'il y a une meuf super bonne sur la couverture. C'était pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais, je saurais honnêtement pas vous dire de quoi ça parle. Pour moi, c'est juste l'histoire d'un blanc qui avait une envie d'exotisme et qui a placé son histoire dans le Sahara, sans parler du fétichisme et de l'objectivisation qui est fait du seul personnage féminin notable de l'histoire. Une vraie perte de temps. Ensuite, on a Beautiful World, Where Are You, que j'ai écouté, que je n'ai pas lu, donc je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai écouté sur YouTube et depuis il a disparu parce que je pense pas qu'il était là de façon légale, bref. Donc dans ce livre, on suit Alice, qui est une jeune romancière qui a pas mal de succès et qui se retire dans la campagne irlandaise pour un petit peu se remettre d'une espèce d'un burn-out où elle rencontre Félix. Tout oppose ces deux personnages. Et on suit également sa meilleure amie Eileen qui a une relation assez ambiguë avec son ami d'enfance Simon. Donc à travers ces quatre personnages, on voit que tous à leur manière, ils essayent de faire sens du monde qui les entoure et de la vie qu'ils sont en train de se construire. Excellent, clairement excellent. J'ai écrit tellement de passages qui ont résonné en moi. Sally est beaucoup trop talentueuse pour créer des personnages auxquels on croit facilement et des échanges d'un naturel sans faille. Ensuite, suivant c'est 50 nuances de Grey, du coup le premier tome que j'ai déjà déposé dans une boîte à lire aussi, lu pour ma vidéo et parce que je peux pas dire que j'aime pas sans avoir goûté. L'histoire a clairement pas eu l'effet escompté sur moi et je m'en rassure. Hyper facile à lire certes, mais une lecture qui m'a apporté absolument rien si ce n'est de la gêne et beaucoup d'inquiétude pour notre monde au vu du succès qu'il a eu. Au-delà d'être pas très bien, il dépeint surtout une relation tellement toxique et des comportements et des idées franchement dangereuses. Suivant, Girl, Woman, Other. Dans ce livre on suit plusieurs portraits de femmes noires. Je dis femmes pour raccourcir, mais on a je sais plus si c'est un ou deux personnages non-binaires, en Angleterre du coup, dont les chemins se croisent sur plusieurs générations. On a une diversité qui est vraiment rafraîchissante, elle est aussi un petit peu overwhelming, on se perd avec tous ces personnages par moment, mais ça reste quand même des histoires touchantes et qui soulèvent plein de sujets, que ce soit sur l'identité de genre, les questions de la race et en relation avec le rapport au corps. Le tout écrit dans un style assez unique que j'ai beaucoup aimé, que je recommande si c'est le genre de truc qui sonne que vous pourrez aimer. Suivant, on a j'ai pas mis dans le bon sens. Sauve-moi, que j'avais lu aussi pour ma vidéo, encore une fois, parce que ne pas juger un livre à sa couverture, à son auteur et à son succès, disons. J'ai écrit « Honnêtement, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçue ». Encore un livre qui se lit tout seul, mais vide d'un quelconque message intéressant. Des personnages unidimensionnels et stéréotypés auxquels on ne croit pas et qui nous éloignent encore d'un quelconque intérêt qu'on pourrait avoir pour l'histoire, a tué toute envie ou curiosité en moi d'aller chercher un autre livre de cet auteur. Ensuite, encore un livre que je n'ai pas avec moi, qui n'est autre que After. Je l'avais pris pour ma vidéo, et parce qu'ils sont apparus dans une boîte à livres littéralement le lendemain qu'une personne m'en ait parlé, donc j'avais pris ça un petit peu comme un signe, et en fait j'aurais dû m'abstenir. Clairement, no comment, lisez-le si vous voulez le manuel du parfait pire partenaire amoureux qui existe au monde, et si c'est pour toute autre raison, à fuir, comme disent les boomers sur TripAdvisor. Ensuite, on a le voleur d'ombre, le dernier que j'avais lu pour ma vidéo,
Halo parce qu'il fallait compléter tous les auteurs un petit peu mainstream. Histoire mignonne d'un petit garçon capable de s'approprier les ombres des autres et qui lui disent alors ce que son propriétaire n'est pas capable d'exprimer. Il m'a fait chialer à la fin clairement. Honnêtement c'était vraiment une bonne surprise, mais en même temps rien de transcendant non plus, ni ça m'a pas donné envie d'aller lire quoi que ce soit d'autre de cet auteur. Ensuite j'ai lu I'm Afraid of Men. Je l'avais mis dans la wishlist parce que quelqu'un l'avait recommandé dans les commentaires sur Moi les hommes je les déteste, en disant que c'était une version un petit peu mieux construite de Moi les hommes je les déteste. Après ce qui m'a étonnée et ce que je savais pas du tout en ouvrant ce livre, c'est que l'autrice est une femme trans. Je n'ai rien contre ça, mais c'est vrai que du coup je pouvais relate que jusqu'à un certain point, et j'avoue que c'était pas ce que j'étais venue chercher. Donc bon, une lecture quand même intéressante, mais je suis encore à la recherche du coup du parfait essai féministe de vulgarisation, et ce n'était pas celui-ci. Ensuite j'ai lu La cloche de verre de Sylvia Plath, que j'ai emprunté à ma médiathèque parce que je l'avais sur ma wishlist depuis un an et que je suis toujours curieuse d'aller lire les livres qu'on qualifie de féministes, avant-gardistes, tout ça, puisqu'il a été publié en 1963. On suit l'histoire d'une femme qui finit ses études et essaie de donner un sens à sa vie finalement, de trouver une place dans la société sans pour autant accepter un petit peu les boîtes dans lesquelles on veut la faire rentrer en tant que femme en fait, et qui finit par sombrer dans une dépression et va jusqu'à tenter de se suicider. C'est pas là pour te donner espoir en la vie, clairement, c'est pas le genre de lecture qui vous botte, je vous recommanderais pas forcément, mais je peux comprendre pourquoi il a la renommée qu'on lui a donnée, surtout pour l'époque à laquelle ça a été écrit. Donc voilà. Ensuite, on a Africville de Jeffrey Colvin. Donc on suit des personnages sur 3 générations depuis les années 30 entre les États-Unis et le Canada, avec dans la première génération des anciens esclaves. Ça soulève des questions du traitement des personnes de couleur en Amérique du Nord, de la brutalité policière, de la place des Noirs dans le milieu universitaire à l'époque, des questions d'un peu perte d'identité avec l'immigration et le passage du temps et les générations qui défilent entre guillemets. J'ai été un peu déçue en fait parce que, je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, je trouve qu'ils étaient pas très bien construits. Du coup j'avais en fait l'impression que l'auteur, il avait sacrifier les personnages et le bon déroulement du récit pour faire passer le message qu'il voulait passer, mais du coup vu qu'on n'arrive pas à s'intéresser à ce qui se passe, et bah son message n'est pas passé, donc un petit peu déçue. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient d'accord avec moi sur Goodreads. En fait je vais voir les avis sur Goodreads que quand j'ai pas aimé, parce que quand j'ai bien aimé j'ai pas envie qu'on me donne tort, mais quand j'ai pas aimé j'ai envie qu'on me donne raison. Ensuite j'ai lu Non sans difficulté, pour ceux qui ont vu mon petit reading vlog, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Rien que pour ça, pour le fait que j'ai eu beaucoup de mal à le lire, je pouvais pas lui mettre une note très haute. Je dis pas que j'ai pas aimé au final l'histoire et tout, c'était juste trop long en fait, et j'ai pas été forcément super fan non j'allais dire du style de l'autrice, mais c'était pas vraiment ça le problème c'était vraiment le rythme quoi, qui était beaucoup trop lent, mais c'était quand même cool. J'aime toujours lire à cette époque quand c'est écrit par des femmes, en fait je viens de comprendre que c'est ça, j'aime pas cette époque écrite par des hommes mais écrite par des femmes, j'aime bien. Si c'est un style de littérature qui vous intéresse, je recommande, sinon pas la peine d'aller mettre votre nez là-dedans. Ensuite, en compagnie de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Dedans on a 3 petites nouvelles. Je suis pas déjà hyper fan de nouvelles, mais là voilà quoi, je saurais pas quoi vous dire. Vraiment je les ai finies, j'étais en mode ok, genre j'arrive à comprendre pourquoi Virginia Woolf a le succès et la renommée qu'elle a à travers ce genre d'histoire, mais ça me touche pas. J'ai pas encore abandonné avec elle pour le coup, il y en a certains où quand j'arrive à là je suis en mode bon bah c'est pas fait pour moi et voilà, mais Virginia Woolf je pense que je réessayerai encore avec autre chose, juste celui-là bon pas ouf quoi. Après j'ai lu que j'ai emprunté à ma médiathèque et ils meurent tous les deux à la fin parce que j'étais vraiment dans une optique de je veux des histoires qui vont vite, qui me font tourner les pages vite, qui me donnent envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je n'ai pas été déçue, franchement si vous êtes dans un reading slump, allez-y, lisez-le. Excellent. Pour moi c'était un fast pacing, mais en même temps le livre se passe que sur une journée, donc il y en a qui considéraient ça comme du slow pacing, donc je crois que je suis un peu biaisée, mais bref. Mais c'était quand même cool et j'y repense aussi de temps en temps, et la relation qui se crée entre les deux personnages est beaucoup trop mignonne, et c'est surtout ça en fait qui m'a fait rester et qui m'a fait vouloir tourner les pages vite. Je recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Heartstopper que j'avais demandé à Noël parce que la propagande de Booktube a marché sur moi. Bah c'était trop bien.
Et j'ai trop hâte d'aller acheter les autres tomes. En fait, c'est tout ce que j'avais pas trouvé quand j'avais acheté Blue. On me l'avait vendu comme deux lycéennes qui, à tâtons, ensemble, découvrent un petit peu leur sexualité et tout. Mais au final, j'avais eu un truc un petit peu plus ce que les japonais aiment bien faire, magical realism, tout ça, on sait pas trop ce qui se passe et tout. Alors que là, on est plus straight to the point. On a deux garçons, c'est leur amitié ambiguë qui se développe au cours de l'histoire et tout. Et bref, j'ai grave kiffé, donc si vous n'en avez jamais entendu parler, où étiez-vous? Et si c'est quelque chose que vous pensez qui peut vous intéresser, allez-y parce que c'est grave cool. Ensuite, j'ai lu Je chemine avec Hubert Reeves, qui était sur ma wishlist depuis très longtemps et que mon copain m'a offert. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus parce que si on connaît pas Hubert Reeves et qu'on en a un petit peu rien à faire de lui, bah si vous connaissez Hubert Reeves et que ça vous intéresse, pourquoi pas, mais sinon bon voilà quoi, c'était plus quelque chose de personnel, moi avec lui, donc j'ai grave kiffé et je suis très contente de l'avoir lu. Dernier livre de l'année 2021, Pyongyang, que j'ai trouvé à la Croix-Rouge et j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner. Il n'y avait aucune biographie ou quoi, donc j'arrivais pas à savoir quel était le lien entre cet auteur très clairement français, Guy Delisle, et la Corée du Nord. Et en fait j'ai compris que en fait c'est un, je sais pas quel est le terme exact, mais en gros il fait des animations pour les dessins animés. En tout cas à l'époque de ce livre, les chaînes françaises, et pas que françaises en fait, occidentales on va dire, délocalisaient beaucoup leur main d'œuvre en fait en Asie et en Corée du Nord. Donc en fait c'est le récit d'une personne qui, il le dit à la fin, il est resté 2 mois en Corée du Nord. Donc vraiment au fil des pages il m'énervait de plus en plus cette personne, parce que bien que, oui, parce qu'il y a vécu, il peut parler de ses expériences concrètes, tout ça. Il était des fois très ouvertement raciste dans ce qu'il disait. Après, je dis pas que la Corée du Nord c'est un pays parfait et qu'il y a pas du tout matière à critique, mais la façon dont il en parlait, c'était vraiment un peu mal placé. Il y a aussi une petite case à un moment. Donc à un moment, il est dans un musée de la torture avec une guide qui leur explique un petit peu toutes les choses en exposition. Et il y a écrit: notre guide est une vraie beauté, et à force de l'entendre décrire toutes ces tortures, je m'imagine assez bien à mon tour en soldat lui en infligeant quelques-unes de mon cru. Heureusement que c'était dans les dernières pages parce que je pense que si j'avais lu ça au début, genre j'aurais fermé le livre immédiatement en fait. J'étais là, ah, c'est aussi le genre de personne qui va parler du problème de famine et de malnutrition des Nord-Coréens et qui bah après va se plaindre d'avoir pris 3 kilos depuis qu'il est en Corée du Nord parce qu'ils mettent trop d'huile dans leur plat. Contente de l'avoir lu pour le fond, mais pour la forme qu'il y a mis, clairement on peut passer quoi. On passe maintenant à ma première lecture de l'année, qui n'est autre que La Faucheuse de Neil Shusterman, que j'ai déjà assez présenté dans ma dernière vidéo, donc je vais être très concise, mais clairement, grave bonne découverte. J'étais super contente d'avoir passé le pas et de pas me mettre des barrières inutiles parce que je pensais que ce genre ça pouvait pas me plaire ou j'étais pas à la hauteur de ce genre. Donc grave hâte de lire les suivants, je peux pas vous dire mieux. Ensuite, Sublime Royaume, encore une excellente bonne surprise. Vraiment je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment beaucoup trop aimé, comme j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, il me fait beaucoup penser à Un bref instant de splendeur. Peut-être un peu moins le côté lyrique et poétique de Un bref instant de splendeur, mais ça en reste pas moins une histoire grave touchante, super bien écrite, et qui nous fait nous investir dans l'histoire et dans le cheminement et la construction de pensée du personnage principal, alors qu'elle se pose des questions sur les addictions et les maladies mentales, puisque quand elle était plus jeune, son frère est mort d'une overdose et sa mère depuis souffre de dépression et va de moins en moins bien. Donc voilà, c'est un peu son cheminement de pensée par rapport à tous ces événements. Voilà, excellent, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire, excellent. Et du coup, pour finir, cette semaine, j'ai fini Crying in H. On a ici les mémoires de Michelle Zauner, qui est chanteuse et guitariste de Japanese Breakfast. Elle est d'origine coréenne, grandie aux États-Unis. Je pensais avant de le lire que ce serait plus focus sur après la mort de sa mère, et au final on suit sa mère qui en fait est diagnostiquée d'un cancer, de ce diagnostic jusqu'à sa mort. C'était triste, c'était en même temps très beau parce que le fil rouge un peu de toute cette histoire, c'est le lien entre elle et sa mère qui était un peu la nourriture coréenne, et c'est ça qui après sa mort lui a aidé aussi à aller mieux. On a des descriptions absolument magnifiques à tous les chapitres, enfin c'était vraiment très beau. Voilà quoi, la description des relations mère-fille depuis l'enfance où elle l'idolâtre un petit peu, après l'adolescence où ça passe moins bien, et après voilà, elle explique qu'elle s'est un peu sentie couper l'herbe sous le pied alors qu'elle commençait à mieux de nouveau s'entendre avec sa mère, ce diagnostic qui tombe. Une très belle lecture. Bon,
qui n'intéressera et plaira pas forcément à tout le monde, mais si la description que j'en ai faite vous intéresse, allez-y. Et voilà, cette fois-ci j'ai réussi à finir ma vidéo avant que il fasse trop noir, donc je suis très contente. Bon, au final j'ai écrit que la moitié, après là je vais finir hors caméra, mais au moins c'est fait et je suis de nouveau à jour, donc je suis contente. J'espère que je vous aurai inspiré quelques lectures pour ce début d'année, et je vous dis à la semaine prochaine.